Bonjour Julie. Écoutez, je suis absolument ravie de cette rencontre. Moi Quand, aussi. quand Frédéric m'a parlé de vous, mais je dois avouer que je ne vous connaissais pas. Et alors là, j'ai commencé à faire quelques recherches et j'ai vu votre bibliographie immense. Et j'étais d'autant plus contente de vous découvrir après en lisant votre livre dont on va parler ce soir, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je suis ravie pour cette raison. Et je me disais que c'était quand même quelque chose d'étonnant que cette femme dont vous parlez dans le livre, Marie Marvin, ait été oubliée. Je ne la connaissais pas non plus. Et double peine, le livre est paru le 19 mars, donc en plein début du confinement. Donc lui aussi a été un peu oublié. Et grâce à notre rencontre aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir en parler et donner envie à plein de gens de la découvrir et de vous découvrir. Alors, c'est une femme qui a eu une presse phénoménale de 1906 à 1940. J'ai trouvé 3500 articles de presse Ah oui, sur c'est elle. fou. Et donc, elle était connue de tout le monde. Et puis ensuite, on reviendra après Bien sur les sûr. détails. Après sa mort, elle est tombée dans un silence absolument opaque. Ah oui, c'est Et incroyable. quand je demandais aux gens s'ils la connaissaient, je ne sais pas s'il y en avait 1 sur 10 qui la connaissait. Son nom ne disait rien à personne. Ouais, Et c'est donc, impressionnant. j'ai décidé de la faire sortir de l'obscurité et paf, C'était les l'obscurité librairies pour tous. ferment. Et c'est comme si elle retombait dans un trou noir. Alors, Alors, je comment vous vous avez remercie vécu de m'aider à lui donner une nouvelle visibilité. avec grand plaisir. Et comment vous avez vécu justement ce confinement? Parce que c'était une période particulière avec une publication encore plus particulière. Comment vous avez vécu ce moment-là? Oui, c'était très dur pour moi parce que je me disais, j'ai travaillé 2 ans d'arrache-pied et c'est 2 ans de foutu parce que je la voyais tomber carrément dans le trou. Et puis, sur le coup, ça a vraiment fait mal. Et après, je me J'imagine. suis dit qu'il y aurait peut-être des chances et mon éditeur m'a dit qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour la remettre en route, en selle, puisqu'elle a fait D'accord. du vélo. Mais oui, on va en parler. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais beaucoup qu'on parle un petit peu de vous pour les gens qui, comme moi, ne vous connaîtraient pas encore et que vous nous parliez un petit peu de votre univers littéraire. Vous avez écrit des dizaines de livres. Est-ce que vous savez combien exactement vous avez publié de livres? Non, je ne sais pas. Non. Ah oui, donc c'est incroyable. Vous avez écrit d'abord en littérature jeunesse, je crois. Oui, alors là, je sais qu'il y en a plus d'une centaine. Il y en a plus d'une, rien qu'en littérature jeunesse. Oui, oui. Et alors, quels étaient vos thèmes de prédilection? À qui vous vous adressiez particulièrement? Aux ados, aux petits? Eh bien, Et peut-être j'ai fait le encore? tour de la question. J'ai écrit, je crois, dans tous les genres, des documentaires, des romans, de la poésie, des ouvrages de travaux pratiques, des ouvrages scolaires, et pour tous les D'accord, âges. Et justement, un jour, je me suis dit que j'avais fait le tour de la question, et c'est là que j'ai commencé à m'adresser aux adultes. d'accord. Et comment est née cette vocation littéraire? Vous avez écrit très jeune? Très Vous avez jeune, oui, commencé? j'ai été D'accord. publiée à 14 ans, Ah, vous dans un avez été petit publié journal à 14 ans. communautaire, oui. D'accord. Euh, euh, donc là, ensuite, vous me dites que vous êtes intéressé à la littérature pour adultes. Quels sont les thèmes aussi que vous avez abordés dans vos publications, qui sont diverses, elles sont nombreuses elles aussi. Oui, alors j'aime beaucoup les voyages. Donc, Oui, je crois que mes livres entraînent vraiment les lecteurs aux 4 coins du monde. Ça correspond souvent à des voyages que j'ai faits moi-même. Et oui, puis, j'ai une tendresse particulière pour les personnages qui ont été victimes d'injustice, comme Alfred Dreyfus, ou qui ont été injustement oubliés. Et par exemple, mhm, le dernier livre qui s'appelle Loin de Sils Maria, c'est un pâtissier de Sils oui. Maria, vous connaissez, euh, qui, euh, qui a eu à un moment donné, c'était un petit berger et qui est devenu le plus grand confiseur pâtissier d'Europe. Et Et, voilà, j'ai eu envie de raconter son histoire. et comment vous l'avez découvert, ce pâtissier? C'est en vous promenant au cours d'un Et oui, voyage oui, sur en place, Suisse? oui, sur place.
D'accord, puisque j'allais dans l'hôtel qui a été construit dans sa maison. C'était une maison d'accord, énorme, tellement il était riche, un palais même. Et maintenant, c'est devenu un hôtel. Et comme d'accord. Vous avez résidé là-bas. je trouvais qu'il y avait des choses qui posaient des questions là. Alors j'ai interrogé le gérant et c'est comme ça que je l'ai appris. D'accord. Et donc ça, c'était un petit lien avec la Suisse. Je crois que vous avez un autre lien avec la Suisse, c'est le chocolat. Est-ce que c'est le cas? Le chocolat, oui. Mais j'ai un lien beaucoup plus sérieux avec la Suisse, c'est que la famille maternelle de mon mari est suisse et que nous sommes très attachés à ce pays. D'accord. Je me demandais aussi si la crise actuelle qu'on a vécue avec le coronavirus avait été une source d'inspiration. On a parlé de voyage pour vous inspirer. Est-ce que c'est Oui. quelque chose qui, pas le virus lui-même bien sûr, mais en tout cas tout ce qui est lié? Est-ce que c'est Non, quelque chose qui vous donne envie d'écrire? non, pas du tout. Au contraire, j'avais commencé à écrire un nouveau roman et ça m'a arrêté. C'est-à-dire que le virus s'est glissé dans le roman. Mais je n'ai pas eu envie d'aller plus loin, je n'ai même pas pu continuer à écrire. Et alors, je me suis plongée dans la documentation parce que je n'ai pas pu écrire pendant cette période. D'accord. Justement, comment vous travaillez en général? Vous nous avez parlé de vos voyages. Est-ce qu'il est absolument nécessaire pour vous d'aller sur place, de recueillir de la documentation sur l'environnement dans lequel vous allez placer votre intrigue et parler des personnages? Ou est-ce que vous vous documentez en bibliothèque, sur Internet? Ben, Comment travaillez-vous? il y a eu les deux. Par exemple, pour Cacao, qui se passe à Bayonne au XVIIIe siècle, j'ai vraiment eu besoin d'aller à Bayonne. D'ailleurs, Bayonne est restée à peu près tel que c'était à l'époque, et de faire mes repérages et vraiment de vivre dans la ville. Par contre, un livre qui s'appelle Le rabbin de Salonique, je ne suis pas allée à Salonique parce que je savais que tout ce dont je parlais a disparu. Ah oui, Alors, forcément, il y avait. j'ai recherché les cartes postales et je me suis reconstruit le Salonique de l'époque. D'accord. Alors, le livre que j'ai lu de vous, Marie Marvin, est très, très documenté. J'imagine que c'est le cas de beaucoup de vos livres. Est-ce que vous êtes une férue d'histoire? Oui, 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 mais c'est très bizarre parce que quand j'allais au lycée, je me flattais bêtement de ne jamais apprendre une leçon d'histoire. Ah oui, Et c'est après, incroyable. je me suis aperçue que l'histoire c'est quelque chose de passionnant et qu'en fait, j'avais eu des professeurs qui n'avaient pas su m'y intéresser parce qu'ils étaient trop scolaires. Et Ah que oui, ce qui est je comprends. intéressant dans l'histoire, c'est l'anecdote, parce que l'anecdote donne de la chair à l'histoire. Ouais, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est justement ce côté-là. Ça aurait pu être un récit classique. Et en fait, cette bibliographie, on la dévore comme un roman. Vous l'avez enrichi de plein de choses. Donc, est-ce que pour vous, c'est un roman ou plutôt une bibliographie d'ailleurs, ce livre? C'est plutôt c'est un roman biographique D'accord. ou une biographie romancée. La vie romancée de Marie Marvin. Oui, voilà. Et Et est-ce que par vous exemple, pourriez... je peux expliquer à partir du Tour de France, si on peut entrer un peu dans l'histoire maintenant. Bien sûr. Euh, donc, elle est née en 1875 et en 1908, elle a voulu participer au Tour de France qui était créé depuis quelques années. Mhm. Et on le lui a refusé sous prétexte, alors c'est une expression qui fait monter sa colère comme une bière pression, que c'était réservé aux hommes. Et elle l'a fait quand même. Ah oui, non, elle Et était... alors, c'est là justement où j'ai été, euh, je crois, bien inspirée de choisir le roman. Parce que qu'est-ce qu'il existe en biographie? On sait qu'elle l'a fait, elle l'a écrit, elle l'a dit, des gens l'ont répété, mais on n'a aucun document sur elle parce que les journalistes sportifs ont refusé de la mentionner et de dire qu'elle avait fait. parce que c'était une Alors femme. qu'en fait, elle est arrivée, 114 coureurs ont pris le départ, elle est arrivée avec les 36 qui ont passé l'arrivée, qui ont Ah, gagné. très impressionnant. Et comment avez-vous fait sa connaissance de Marie Marvin? Qu'est-ce qui vous a donné envie à un moment d'écrire sur elle?
il y a au moins une dizaine d'années, c'est une amie à Nancy qui m'a parlé d'elle. Je ne sais plus D'accord. pourquoi. Je sais que je lui avais posé une question, mais je ne sais plus quelle question. Et elle m'avait répondu, bah, tiens, il y a Marie Marvin. J'ai dit, qui c'est? Et elle a commencé à m'en parler un petit peu. Je me suis mise à chercher. J'ai amassé de la documentation au fil des années. Et un jour, c'était le moment. D'accord. Vous avez bien fait parce que c'est vraiment un personnage absolument extraordinaire. Votre livre débute en 1901, donc il y a toute une partie de son enfance dont j'aimerais bien que vous nous parliez parce que ça explique peut-être en partie son caractère et cet appétit de vivre qu'elle avait. Oui, alors, elle a eu sa chance. Excusez-moi, je m'aperçois que j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Je vous en prie. Elle a eu cette chance extraordinaire basée sur une chose très triste, c'est que ses deux petits frères sont morts en bas âge. Et elle avait un père épris de sport qui aurait voulu former ses garçons selon son intention de sportif. Et comme elle était la seule, eh bien, c'est elle qui l'a formée et elle adorait ça. Et toute petite, elle a appris à faire du vélo, de l'escalade, de la natation. Ah oui, c'est Et impressionnant. Elle a fait énormément de sport. Hein. C'est oui, incroyable. oui, et il l'a toujours incitée à obtenir le meilleur d'elle-même. Et elle était très opiniâtre, elle adorait ça, elle le suivait partout. Et c'est dû à la fois à cette circonstance où elle reste la seule enfant et l'amour du sport venant du père. D'accord. Donc, vous diriez elle a eu une enfance heureuse, hein, portée par ce plaisir à faire plein d'activités sportives et par l'amour de son papa. Oui, elle a été très heureuse. Enfin, il y a eu d'autres morts dans la famille, mais finalement, ce père aura été tout pour elle. Euh, Mhm, Compagnon. Finalement, il a été un frère pour elle. mhm. Et Ça, il l'a d'ailleurs, toujours on en reparlera, entraîné, mais ça a été le seul homme de sa vie à notre le seul homme connaissance. de sa vie, oui. Oui. Et pourquoi le titre de votre livre qu'on voit derrière moi, c'est La fiancée du danger. Pourquoi ce titre? Euh, c'est un, c'est un titre qui lui a été donné par un journaliste parce que justement, elle allait toujours plus loin, qu'elle n'avait peur de rien, qu'elle escaladait les cimes des montagnes les unes après les autres, elle faisait des premières, elle a une résistance à toute épreuve et peur de rien surtout. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Elle a fait plein de choses. Et quand on regarde avec un peu de recul tout ce qu'elle a fait, c'est impressionnant. Elle est un nombre d'activités incroyables et d'exploits aussi. Est-ce que, selon vous, on pourrait la qualifier d'hyperactive? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'elle a fait, c'est d'une telle ampleur que cette femme, pour moi, elle aurait mérité d'être enterrée au Panthéon. Parce que eh, il y a les sports qu'elle accomplissait pour son plaisir, mais Et dans aussi, lesquelles elle performait. Elle était oui, excellente partout. à la fin de sa C'est pas vie, juste une pratique. oui, à la fin de sa vie, elle avait 18 médailles remporté des championnats internationaux dans tous les sports. Ouais. Et c'est la seule à faire tous les sports. Elle a eu une médaille d'or pour tous les sports. C'est la seule qui a eu ça. Mais elle avait aussi 34 décorations, dont la guerre de 14-18. Et c'était une femme qui allait toujours de l'avant, qui ne savait pas ce Ouais, que c'était que de s'arrêter et qui était toujours oui, attirée par la nouveauté. très engagée dans tout ce qu'elle faisait. Oui, et quand elle mettait toutes ses médailles, elle avait l'air d'un général russe. Et il faut pas oublier non plus dans le contexte, on l'évoquait, dans lequel ça se passait, parce que c'était une époque où c'était probablement beaucoup plus difficile encore qu'aujourd'hui de s'affirmer en tant que femme. Vous Oui, alors l'évoquiez là, avec... justement, je voudrais vous lire un petit texte qui est paru dans ce livre très populaire de l'époque, La femme dans la famille, Oui, paru à la librairie Hachette, très populaire. Alors, nous avons dit que l'homme et la femme étaient égaux, mais nous n'avons pas dit qu'ils fussent identiques.
La femme représente la vie intérieure, le foyer, le monde caché. L'homme représente la vie extérieure, le contact, la lutte. La femme gouverne la famille et la rend heureuse. L'homme la fait vivre et l'honore. La femme fait de bonnes choses. L'homme en fait de grandes. La femme n'est connue que de la famille, etc. Ça date de quand? Je n'ai pas Ça retenu, vous date l'avez de peut-être dit. 1865, je crois. 75, non, pardon. 67. D'accord, donc Marie arrive, Mais 10 ans plus tard, c'est encore la... c'est encore le cas, oui. Et là, elle arrive à vouloir faire du vélo comme les hommes, à vouloir tout faire. Mais oui, Et donc, justement, elle veut tout faire comme les hommes. Ça oui. sera le combat de sa vie. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas faire comme les hommes. Elle ne comprend pas pourquoi le fait d'être une femme, on doit douter, on ne peut pas accomplir les choses avec certitude comme les hommes. Et mentalement, ça ne lui entre pas dans la tête et elle le refuse. Et c'est ça qu'elle va combattre toute sa vie. Tout son combat, ça va être de montrer que la femme peut être l'égale de l'homme. Et vous diriez qu'elle était féministe? Le mot n'existait pas, je Oui, dirais. Maintenant, oui, elle était féministe, mais c'était un bon féminisme, pardon, parce que c'était pas contre les hommes. oui, c'est C'était ça. en Elle voulait égalité simplement, avec eux. elle revendiquait une égalité et elle ne prenait pas cas des fois où on lui refusait l'entrée. C'est le sentiment qu'on a à vous lire, c'est que quand on lui refusait quelque chose, elle allait au-delà et faisait quand même ce qu'elle souhaitait. Et elle performait. Ah oui, mais on dit que si on la fait sortir par la porte, elle rentre par la fenêtre. C'est ça. Alors, on a évoqué certains sports dans lesquels elle a excellé. Est-ce qu'il y a une discipline qui vous a marqué plus particulièrement? Parce qu'on n'a pas parlé du ballon, elle était infirmière, elle a fait tellement de journaliste, elle a fait des études de droit, elle a tout fait. Je Elle ne sais parlait pas comment. 4 langues, dont l'espéranto. Ah ouais, c'est Elle incroyable. maîtrisait les sciences psychiques. Elle faisait de la sculpture, de la peinture, et tout ce qu'elle faisait, elle le réussissait. Et elle faisait, quand elle avait le temps, elle cuisinait même, paraît-il, très bien. Et Ah non, alors, avoir une préférence, c'est très difficile à dire. Euh, ce qu'il faut noter, c'est son voyage extraordinaire en ballon. mais oui. C'est-à-dire que euh, C'était en quelle année? c'était en 1909, je crois. D'accord. Et des ballonnistes avaient réussi à venir d'Angleterre en France, mais pas Mhm. le contraire, parce que il y avait des vents contraires, justement. Et elle, un jour, elle part et elle emmène un passager qui veut faire son baptême de l'air. Et là-dessus, quand elle arrive à la Manche, elle s'aperçoit, comme elle faisait de la voile aussi, elle a le sens du vent, Évidemment. elle s'aperçoit que le vent est dans le bon sens. Elle dit, on y va, il dit d'accord. Et alors, ça a été une traversée, mais épouvantable, parce que elle a, elle a jeté tout son lest et que finalement, le ballon était dans l'eau et qu'il y avait la tempête et qu'ils sont arrivés à se maintenir. Et finalement, elle a réussi à atterrir en Angleterre. Je ne vous raconte pas tout, mais seulement que ensuite, les fadaises qu'elle a lues dans les journaux, parce que ça a été repris par tous les journaux, on a Mhm. dit que le monsieur était l'aéronaute et elle la passagère. Ah là là, c'est terrible. Et donc, heureusement, comme elle avait une bonne plume, elle a pu remettre l'histoire d'aplomb. C'était une aventurière en réalité, Marie Marvin. Pardon, j'ai pas entendu. C'était une aventurière, hein, Marie. Ah oui, une aventurière, oui, oui, oui. Elle n'avait peur de rien et elle y allait, elle Elle fonçait. y allait, elle dormait très peu, elle mangeait très Oui, c'est peu. ça. Je crois que quand elle dormait 4 ou 5 heures par nuit, ça aide Oui, pour c'est faire ça. tout ça. Ouais, il y a Ce qui l'a quelques personnes beaucoup comme aidé ça. d'ailleurs pour le Tour de France. Parce qu'on part Ah à oui. 2 heures du matin, ça ne la gênait pas. Ouais, le Tour de France à l'époque, elle a aussi, on n'a pas évoqué, mais elle était alpiniste. Donc, elle a gravi, l'une des premières à gravir les plus hauts sommets des Alpes Oui, euh, et en jupe. en jupe.
En jupe, avec, ouais. oui. Et parce qu'elle a fait du trapèze en jupe aussi. Oui, parce que petite, elle a suivi des cours de cirque, je crois. Oui, oui, elle a fait du cirque. Elle était à cheval, je ne sais plus comment on dit, le mot m'échappe. Équilibriste. Oui. Équilibriste à cheval, voilà. Et donc en jupe. Et alors, après, quand quelqu'un a inventé la jupe pantalon, il y a des gens qui disent que c'est elle, mais il semblerait que non, mais qu'elle en ait très vite adopté la coutume et qu'elle s'en soit emparée et on a cru Il après faut que c'était elle. comprendre. On Et peut comprendre. quelques années plus tard, alors là, pour faire du ski, elle avait inventé, et pour faire de l'avion aussi, elle avait inventé de mettre un pantalon et une jupe courte par-dessus pour cacher les apparences, quoi. Et D'accord, alors, donc elle gardait l'élégance et le oui, côté elle pratique. s'attirait des articles détestables dans les journaux de ces messieurs qui trouvaient que c'était infiniment moins gracieux que les jupes. Forcément. Mais en tout cas, elle, ça lui permettait de pratiquer tout ce qu'elle souhaitait. Oui, le ski, le bobsleigh. Ouais, le skill, ouais. Et encore une fois, elle excellait. Ah oui, Euh, elle ouais, remportait le c'est incroyable. championnat. La deuxième fois, elle fait du bobsleigh, elle remporte le championnat. Ouais, elle était entraînée. Et elle a aussi traversé Paris à la nage, je crois. Oui, 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 en 1906. Et Non, tout c'était le fou. monde était très fier parce que c'était la première Française à accomplir ce genre d'exploit. Non, c'est surréaliste. Alors, ce qui l'est encore plus, c'est que on l'est totalement oublié. C'est Oui, incroyable. et vous dire comment elle maîtrisait toutes sortes de choses. Par exemple, elle a été une assistante très experte en chirurgie. Eh ben, elle a inventé un point de suture. Oui, c'est ça. C'est ça qui est aussi étonnant dans ce personnage, c'est que elle performe pour elle, elle se dépasse perpétuellement dans toutes les activités sportives qu'elle pratique, mais elle est aussi très tournée vers les autres parce que c'est pas Et uniquement pour finalement, elle. ouais. Donc, Finalement, c'est ça qui a fait d'elle une très grande dame, parce que c'est grâce à ses qualités de cœur qu'elle a pensé qu'il y en avait marre que les avions servent à tuer, parce qu'il y avait des hécatombes par milliers, mhm. mais que les avions devaient servir à guérir. Et c'est elle l'inventrice de l'aviation sanitaire. C'est elle qui, Ah la oui, première, a pensé que des avions pouvaient être des ambulances. Alors, évidemment, un politique lui a volé la paternité. Lui, il a réussi à avoir le soutien de l'armée. L'armée avait toujours repoussé Marie Marvin. Et donc, c'est lui qui passe pour le père de l'aviation sanitaire. Mais en fait, c'est elle. parce qu'elle savait piloter aussi. Elle savait, mais oui, à sa mort, elle aura piloté dans tout ce qui a volé ou volait à l'époque, dans tout. Et elle avait 80 ans sonné quand elle a passé un brevet de pilote d'hélicoptère à réaction. Ah oui, non, mais c'est complètement fou. On imagine, enfin, on a du mal à réaliser tout ce qu'elle a fait. Plus Oui. personne aujourd'hui ferait autant de choses en performant partout. C'est incroyable. Et encore, j'ai laissé des choses de côté parce que ça devenait fastidieux de raconter toutes ces victoires et tous ces Ah oui, championnats. Et on se sent tout petit quand on réalise quelque chose à côté d'elle, c'est certain. c'est pour ça que j'ai Et dit qu'elle avait mérité d'être enterrée au Panthéon. c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et alors, on l'évoquait tout à l'heure, elle a eu étonnamment, alors est-ce que c'est étonnant, un seul homme dans sa vie, son père. On ne lui connaît pas de conjoint ni d'enfant. Non, non, personne. Pas le temps. Qu'est-ce Et qui explique ça, à votre avis? Est-ce qu'on trouve des choses? je l'explique par le fait. Il y a deux raisons. D'une part, c'est qu'elle n'était pas faite pour une vie ordinaire. Elle n'était pas faite, même si elle adorait les enfants, elle s'en occupait souvent. Elle n'était pas faite pour faire des enfants et s'en occuper au quotidien, parce Mhm. qu'il lui fallait tout le temps partir à l'aventure. Et aussi le fait qu'elle a peut-être pas trouvé d'homme à la mesure de son esprit révolutionnaire. Et Je suis quel sûre homme qu'il ne devait aurait pas aimer, accepté qu'elle mène la vie qu'elle a menée? c'est sûr. Non, elle C'est n'était pas ça, du tout conventionnelle. oui. Et alors, on a parlé de sa traversée de la Manche, mais je crois qu'elle a beaucoup voyagé. Où est-ce qu'elle est allée? Elle a beaucoup voyagé en Afrique.
Et là, d'ailleurs, elle a été la première femme au cours de la croisière Citroën. À l'occasion de la croisière Citroën, elle a été la première femme à entrer en voiture à In Salah, qui est au cœur du Sahara algérien. Partout où elle arrivait, c'était un exploit. Autre voyage, alors elle est restée plusieurs années en Afrique. Et puis là, quand elle est sur place, elle se documente, elle visite, elle se renseigne, elle photographie, elle prend des notes, Ah ouais. elle crée des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Non, on peut comprendre, il y aurait plein de livres à écrire sur elle en réalité. Oui, Sa vie a été tellement riche. alors, à part l'Afrique, où même elle est allée pour des raisons militaires, parce que pendant la guerre de 14-18, elle était militaire. Mhm. Et Ça, c'est fou. elle- on- je le révèle, mais c'est un des points rigolos du livre, mais elle se déguise en homme et elle devient véritablement un poilu de la guerre 14-18. Ah oui, parce J'ai des elle photos. n'arrivait pas sinon à se rendre utile. C'était compliqué Mais oui, pour une c'était son femme. but. Son but dans la vie, c'était se rendre utile. Et Mhm. puis, elle a été en Amérique où elle a été vivement, elle a été adulée, applaudie. Là aussi, elle a tout parcouru, tout photographié, des notes, euh, des, des interviews. Et où elle a été encore? Eh bien, pendant la guerre, elle donnait des conférences à Berne, en Suisse. D'accord, très bien. Donc, oui, Ça, c'est ici une petite aussi, photo. on n'en a pas beaucoup entendu parler. Non. Et comment elle était perçue à l'étranger? Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle était mieux perçue dans les autres pays qu'en France? Très nettement, très nettement. Comment ça s'explique? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais même dans sa ville, elle était la gloire de Nancy. On disait qu'elle était plus célèbre que la place Stanislas. Mais Nancy l'a pas si bien traitée que ça. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça fait partie de l'intrigue du livre. Mhm. Mais, et alors que quand elle est arrivée aux États-Unis, elle était fêtée. Et les États-Unis se sont intéressés à elle depuis ses ascensions, tout au début, depuis ses ascensions sur le Mont Blanc. Ah Elle ouais, ça était très connue là-bas. c'est très impressionnant. Elle a été Et, en Italie aussi, pendant la guerre dans les Dolomites. mhm. Oui, donc elle a fait énormément. Oui, Euh, pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'elle est une héroïne des temps modernes? complètement. Oui, vraiment, parce que je la vois maintenant comme une des femmes qui sont reporters de guerre Oui, ou qui travaillent pour Médecins du Monde. oui, c'est Mais sûr. en même temps, elle a fait beaucoup plus que ça. C'est ça. Elle a vraiment une envergure incroyable. C'est une femme, j'imagine, inspirante. Oui, alors, qui ne l'a pas quitté. J'imagine, en Oui, tout cas, oui. pour la lectrice que je suis, c'est quelqu'un qui m'a profondément marquée. Et votre livre aussi. Et merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir. Donc, j'espère que les gens seront nombreux et pour sa mémoire à honorer et vous lire pour la découvrir. Alors, je vois Nathalie qui apparaît. Je pense qu'il y a une petite chose Il qui y a est une petite surprise prévue. pour Michel. Voilà. On a une petite surprise pour vous, Michel. Donc, je pense que ça va pas tarder à arriver. Mhm. Voilà. Voilà, quelqu'un d'autre apparaît à l'écran. Donc, on accueille Tatiana Gousseff qui va vous lire un passage de votre livre. Ah, Bonjour, bonjour. Alors, Bonjour. pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, je vais faire un petit préambule et vous allez voir dans cet extrait qui a été choisi par Frédéric de Guelt à quel point Frédéric et vous étiez, sans le savoir, particulièrement connectés par rapport à cet entretien. Alors, petite note personnelle, Guy d'Europe. Long cordage qu'on laisse traîner depuis une nacelle d'un ballon pour freiner verticalement ou horizontalement sa descente ou permettre de conserver une attitude constante. Voilà.
Marie sait que les vents soufflent en général des îles britanniques vers le continent. Des pilotes d'aérostats ont réussi la traversée dans ce sens avec des fortunes diverses. En revanche, dans l'autre direction, depuis la France, c'est une autre paire de manches. Pilâtre de Rosiers, le premier aéronaute, trouva la mort dans cette tentative. Jules Duruof et sa jeune femme voulurent s'y essayer pour leur voyage de noces. Ils se réjouirent d'être repêchés en pleine mer après avoir couru les pires dangers. Jusqu'à François Lost, qui après 5 essais malheureux, toucha enfin le but en 1883. Est-ce pour tester le courage de M. Garnier? Marie lui rappelle la liste des expériences ratées. Or, ajoute-t-elle, pour avoir beaucoup navigué à la voile dans ces régions, je sais que lorsqu'on a le plein vent d'Est, on est porté vers l'Angleterre et qu'il survient rarement des courants contraires. Ils glissent à une allure vertigineuse. Allons-y, accepte M. Garnier. À peine se sont-ils décidés qu'ils atteignent une immense étendue d'eau, sans doute la partie sud du Zuiderzee. Des vagues déferlent au-dessus des digues. À leur gauche scintille une grande ville, Amsterdam. Il est 19h50. La nuit est sombre, belle cependant. Marie possède encore 5 sacs de lest et c'est avec une pleine confiance dans le succès qu'elle entreprend la traversée. Quittant le Zuiderzee, ils survolent les immenses taches grises des polders, entendent crier des goélands. 20 minutes après, ils aperçoivent les phares de la côte et leurs feux multicolores tournoyants. Les dépassent sans la moindre émotion. À peine ont-ils atteint la mer du Nord qu'il se produit une condensation. Marie effleure l'eau du guide-robe pendant un bon moment, mais une mer forte l'oblige à délester. Le ballon remonte. Plus aucune lumière à l'horizon, et pas la moindre lune, qui serait tant appréciée. Les conditions ne sont toutefois pas mauvaises. Hélas. Vers 21h au grand large, tout change. La température s'abaisse d'un coup. Le verre du baromètre enregistreur se couvre de glace. Les cordes de la nacelle sont déjà gelées. Malgré leur fourrure, les passagers se raidissent sous le froid. Marie grelotte si fort qu'elle cède le guide-robe à M. Garnier. Ils sont à 1600 mètres d'altitude. C'est alors que la neige se met à tomber comme en plein hiver. À travers la lueur de la lampe, Marie distingue même quelques aiguilles de glace, signe précurseur de l'orage. Bientôt, les fourrures blanchissent et le ballon descend très rapidement. Un sac de lest ne parvient pas à enrayer sa chute. Surchargés par la neige, les aéronautes arrivent à une vingtaine de mètres de la mer et guide-robe. Cette fois, des vagues énormes, furieuses, impriment à la nacelle un fort mouvement de roulis par l'intermédiaire du cordage. Vont-ils heurter le flot ? Marie jette encore du sable et il s'élève à 1700 mètres. La neige continue à tomber. Le stéthoscope accuse une nouvelle descente et une troisième fois, le guide-robe laisse échapper un son rauque en se frottant à la mer. Les flocons blancs voltigent. Il faut envisager le moment proche où les sacs de lest seront épuisés. L'ouragan hurle. À 22h, Marie vide son dernier sac. Au sommet d'une nouvelle montée, à bout de lest, elle se décide à préparer le flottement de la nacelle, sort les bâches mouillées de leur filet, décroche l'ancre et la corde d'ancre. Le ballon descend de ses 2400 mètres avec une rapidité vertigineuse. Marie jette alors les bâches par-dessus bord, presque en vain, succédant à la neige, une pluie torrentiaire les inonde. Toujours aucune lueur hospitalière à l'horizon, zébrée d'éclairs. Soudain, une violente secousse agite la nacelle. Marie guide-robe, ils sont très bas. À quelques mètres d'eux, la mer mugit, écume, les guette. « Superbe tempête !» admirent froidement les passagers. Cependant, tous les agrès engloutis, il ne reste que l'ancre. Le titre de fiancée du danger dont on parle Marie lui revient à la mémoire. Qui vaincra cette fois, la fiancée ou le danger ? Mais elle garde confiance. Voyant le péril s'aggraver, elle enjoint M. Garnier de jeter l'ancre à la mer. Le guide-robe s'arrache à la vague lorsque leur dernier lest va dormir à jamais sous les flots. Pour un maigre bond de 200 mètres, note Marie sur son livre de bord. Cela suffira-t-il ? Merci beaucoup.
Merci C'était très Tatiana. bien, très bien dit. Est-ce que Tatiana, vous avez une question à poser à Michel tant que vous êtes avec nous? Euh, non, j'ai pas de question parce que Michel y a répondu en direct, mais vraiment, je suis complètement fascinée par cette histoire. Je pense que je vais me précipiter sur le livre pour découvrir la vie de cette femme que je ne connaissais pas du tout. Et surtout, c'est moi qui suis militante. Je trouve que c'est une nouvelle preuve de la manière dont les hommes sont doués pour faire oublier les femmes à l'époque. Michel, si vous voulez réagir à ce que vient de dire Tatiana, allez-y. Alors, moi, je voudrais rappeler une phrase de Sainte Stendhal que j'ai mise en exergue et dont je ne me souviens pas exactement par cœur, la voici. L'admission des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain. Stendhal, 1817. On le remercie. Tatiana, on vous garde pendant les questions. Hein. On Oui, garde avec vous, c'est plus sympa. Alors, j'ai eu pas mal de questions, Michel, dont une qui est intéressante. On a eu toutes les louanges de Marie Marvin. Est-ce que cette femme a malgré tout des défauts? Est-ce que vous en connaissez, vous, des défauts? Oui, est-ce qu'il y a des bien choses qui sûr. ont été reprochées? Bien sûr, elle a comme défaut de ne penser qu'à ce qu'elle veut faire. Et peut-être que les autres se sentent un peu jetés. J'ai lu par ailleurs une femme dans un courrier, dans un journal, une femme qui disait « Oh, elle est énervante à toujours raconter ce qu'elle fait et ses exploits. » Et donc, ça devait un petit peu agacer. Mais elle avait tellement à dire qu'on peut lui pardonner. Et puis, elle avait un défaut qui s'est retourné contre elle, c'est qu'elle était imprévoyante. Et que les choses du quotidien et de l'ordinaire ne l'intéressaient pas du tout. Et ça finit par lui jouer un mauvais tour, mais on ne dit pas lequel. Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez elle, au fond? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a marqué, qui vous a intéressé le plus? Parce que c'est riche, elle est très riche comme ça. C'est l'ensemble du destin qui m'a vraiment interpellée. Et puis la richesse incroyable de la richesse. Enfin, c'est pas l'argent. Au contraire, c'est tout ce qu'elle sait faire, tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle réussit. C'est inimaginable. Alors, j'ai une petite question qui n'a rien à voir, mais c'est quelqu'un qui l'a posée quand même, qui était assez intéressante. Avez-vous écrit sur le désert en revenant de vos voyages? Sur le désert, non. J'ai évoqué le désert dans les contes de la Bible, bien sûr, et un petit peu justement d'Anne-Marie Marvin qu'il a traversé, mais un livre vraiment sur le désert, non. D'accord. Après, j'ai une autre question par rapport à votre travail. Pourriez-vous nous parler de ce que vous a apporté pour ce livre et pour d'autres, le travail que vous avez effectué avec votre éditeur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier pour ce livre-là? Oui, alors ce que j'aime beaucoup chez cet éditeur, c'est qu'il est très pointilleux et ça me plaît beaucoup, notamment dans le travail du texte. La moindre virgule est sous-pesée et ça me réjouit, j'adore ce travail. Et puis aussi, je trouve que la couverture est très belle, très, très soignée. D'accord. On va revenir au livre plus précisément. Est-ce qu'on se sent différente quand on a passé plusieurs mois avec une femme comme ça? Vous, comment vous êtes sorti de ce passage d'écriture avec quelqu'un qui est exceptionnel? Comment ça se passe après? On se sent un peu orphelin? C'est comment? Orphelin, oui, sûrement. C'est la raison pour laquelle je replonge tout de suite dans un autre livre. Mais on est différent après chaque livre. Et ce que Marie Marvin m'a appris, j'ai l'impression, c'est la modestie. C'est-à-dire que quand je compare ce que je suis capable de faire à ce qu'elle a fait, je me sens vraiment fourmi. De tout le monde. Tout le monde. C'est Wonder Woman, hein.
Mais chaque livre me transforme. Et est-ce que vous regrettez de ne pas l'avoir rencontrée? Est-ce que ça aurait été pour vous quelque chose d'important de la rencontrer, si vous aviez pu la rencontrer? Je ne sais pas, parce que je l'aurais rencontrée, oui, elle est morte en 1963, j'aurais pu la rencontrer, mais à l'âge que j'avais, elle ne m'aurait peut-être pas intéressée, c'était une vieille femme. Et justement, ça m'a permis, étant donné que j'ai avancé en âge, de m'interroger sur ce que c'est que d'être une vieille femme. Comment on est perçu par les autres. Et elle était perçue comme une vieille radoteuse. Ce qui l'a pas empêché de faire des exploits, d'accomplir des exploits incroyables, même à un âge assez avancé. Oui, tout à fait. Mais elle n'était plus intéressante parce qu'elle n'était pas jeune. Et ça fait beaucoup réfléchir sur le jeunisme actuel, parce que les gens qui l'envoyaient bouler ne lui venaient pas à la cheville. Alors moi, je vous ai écouté tout à l'heure au début, vous avez dit que vous aimiez bien écrire sur les personnages qui avaient été victimes d'injustice. Oui. Pour vous, quelle est l'injustice première là, avec Marie Marvin? C'était quoi que vous vouliez rétablir en fait? Le fait qu'elle a été un peu oubliée, parce que c'était une femme que voilà, on l'a mis de côté? Elle a été complètement oubliée, puisque quand je demandais aux gens est-ce que vous la connaissez, il y en avait au maximum 1 sur 10 qui me disait oui, maximum. Et ça me réjouissait d'ailleurs, parce que je me disais, ben voilà, je vais la faire connaître. Et Alors, ce que je ressens vraiment comme une injustice pour elle, alors, c'est justement qu'on lui ait volé la paternité de l'aviation sanitaire. Pour moi, c'est la plus grande des injustices qui lui étaient faites pendant sa vie. Et c'est insupportable. J'ai une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que vous auriez eu envie de transposer cette histoire en littérature jeunesse, puisque vous avez écrit pour la jeunesse? Oui. Pourquoi pas? Mais il me semble que des adolescents peuvent lire ce livre aussi. Il me semble. D'accord. Parfait. Donc, moi, j'ai la lourde tâche de faire un conseil poche, parce que nous avons décidé avec Frédéric Degalle, je ne l'ai pas trop expliqué hier, que nous allions faire un conseil poche. Et moi, j'ai envie de conseiller votre livre, La clandestine du voyage de Bougainville, qui est sorti aux éditions Point. Je conseille à tout le monde de le lire, parce que là aussi, c'est l'histoire de Jeanne Barré, qui est la première femme à avoir fait le tour du monde. Donc, finalement, il y a un peu comme un fil rouge. Vous aimez bien écrire sur les femmes qui ont fait des exploits fantastiques. Donc, moi, c'est mon conseil du soir. Je voulais vous remercier, en tout cas Michel, d'avoir partagé ce beau moment avec nous, remercier Julie et surtout remercier Tatiana Goussef d'avoir fait cette sublime lecture. Je vais donner le mot de la fin avant de reprendre pour faire la conclusion à Julie et à Michel. Mais en tout cas, merci beaucoup Tatiana d'avoir été là encore une fois avec nous. À bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Michel. Merci. Julie, je te laisse le mot de la fin. Très rapidement, moi j'ai trouvé aussi très amusant que Tatiana nous lise précisément ce passage que Michel avait évoqué. Ça a donné un côté très riche, je trouve, ça enrichit cette rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai très envie de découvrir d'autres histoires que Michel peut raconter. C'est une conteuse. Donc, en ça, je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, une belle rencontre. J'espère que ces échanges auront donné envie à beaucoup de gens d'aller rencontrer Marie. Et moi, je voudrais remercier, mais vraiment du fond du cœur, Frédéric et Nathalie, qui ont eu cette idée merveilleuse et qui nous permet, aux écrivains dont les livres sont parus dans des périodes noires, de rebondir et de nous faire connaître. Et je pense qu'au-delà de ça, c'est un pas énorme pour la connaissance de la littérature. Et merci aussi Tatiana et Julie pour vos questions, la lecture. Et je vous suis très reconnaissante à toutes. Merci à Michel. Donc, je rappelle que votre livre, La fiancée du danger, est sorti aux éditions Le Passage le 19 mars. Donc, il vit actuellement sa
première, seconde vie, on va dire, en librairie. Donc, je vous incite à aller en librairie. Et je voudrais saluer la librairie Les Cocottes Rousses à Lyon, qui est notre librairie partenaire ce soir. Donc, et je fais un petit coucou amical à tous les lecteurs de Lyon et de cette librairie en particulier. Demain, j'aurai la joie d'animer une nouvelle rencontre à 19h où nous recevrons Sophie de Villenoisy qui a écrit Courage Rion aux éditions Lattès. Et ça sera la librairie Doucet au Mans qui sera là avec nous. Je rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre site internet unendroitoualler.com, 1 avec le chiffre 1. Et il y aura aussi les replays. Et je pense que le replay sera là la semaine prochaine. Michel, vous pourrez vous réécouter si vous voulez. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci Julie, encore merci Tatiana. Et je vous dis à tous bonne soirée et à demain. Au revoir mesdames. Au revoir. Au revoir.